justement définir la solidarité, Thierry Calva, qui est à mes côtés, va pouvoir nous aider. Thierry a beaucoup travaillé sur ces questions de solidarité et va nous expliquer en quoi l'avenir est à la solidarité. C'est un programme ambitieux. Bonjour à tous. Je vais peut-être me lever. Je vais en fait, Athanase, merci de cette invitation. En fait, Athanase est un homme de challenge. Vous avez noté que normalement, nous en sommes déjà, si on regarde le programme, à des travaux en groupe pour démarrer. Et si j'en crois le discours et l'obligation de résultat, on va devoir passer bientôt à ce travail en groupe. Non, au-delà de la boutade, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de solidarité avec un fort tropisme de solidarité de proximité et notamment sur la question des aidants familiaux. Ah non, d'accord, avec notamment la question des aidants familiaux. Alors, je ne vais pas pouvoir, malheureusement, le challenge, là, pour le coup, la barre est en bonne, je ne vais pas pouvoir, en un quart d'heure, vous faire une définition et vous mettre tous d'accord, voilà, ça va mieux, vous mettre tous d'accord sur un problème qui est un problème qui occupe des heures et des heures et des jours et des années de recherche de plein de gens qui sont bien souvent bien plus qualifiés que moi. Mais je vais essayer d'avoir quelques petits points qui, j'espère, vont pouvoir animer un peu votre réflexion dans les groupes. Le premier, un peu sous forme de boutade, Athanase, évoquer les 7% de Français qui sont altruistes. Et bien d'abord, et malheureusement on ne le sait pas suffisamment, il y a de nombreuses études qui pointent le fait que l'altruisme rend sexy. C'est-à-dire que, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme aura une propension plus forte à tomber amoureux de quelqu'un s'il le voit dans une situation où il est en situation de solidarité. Donc c'était la bonne nouvelle du jour, j'en ai d'autres, je vais essayer comme ça de vous amener quelques messages pleins d'espoir. Mais je crois que fondamentalement, la question de la solidarité, elle se pose parfois dans les mauvais termes. C'est-à-dire, c'est tout le débat qui consiste à dire, est-on dans une société qui est plus ou moins solidaire? C'est-à-dire, on l'envisage immédiatement sous l'angle de la quantification. Et si on envisage la solidarité sous l'angle de la quantification, un peu comme on envisage l'amour, avec le fait qu'il n'y a pas d'amour, mais des preuves d'amour, vous savez, c'est cette fameuse idée, et bien là, le constat est mitigé. C'est vrai, il y a chaque jour, et notamment l'été, des personnes âgées qui meurent à leur domicile dans une indifférence totale. Mais en même temps, pour un cas comme celui-ci, vous avez 8 millions de personnes qui sont des aidants familiaux, qui accompagnent un proche malade, handicapé, dépendant, sans être payés pour le faire. 10, 15, 20%, ça dépend des études, sont des voisins ou des amis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien institutionnel qui les oblige à le faire. Donc ce qui est quand même, nous ramène une population de plus d'1 million, 1,5 million de personnes qui, de façon désintéressée, s'impliquent 6, 8, 10 heures par jour aux côtés d'un autre. Donc voilà. On a effectivement tous en tête des actes un peu d'incivilité, mais en même temps, on voit que dès qu'une catastrophe arrive, dès qu'un événement dramatique se produit, on a une vraie capacité de mobilisation solidaire. Donc, c'est vrai que si on l'envisage uniquement sous l'angle de la quantification, c'est un petit peu complexe, un peu compliqué, et ça ne traduit pas finalement des réalités qui sont des réalités d'ordre, je vais dire, quasiment plus climatique, c'est-à-dire de sentiments diffus dans une société ou au titre d'un individu. Parce que on peut être solidaire sans pour autant avoir des actes de solidarité. Vous savez, un peu comme on peut être coupable, on peut se sentir coupable sans réellement être coupable de ce qu'on a commis. Je m'explique. Vous voyez, je suis venu ici, je suis venu en métro. Dans le métro, vous avez une personne âgée qui se fait agresser par une bande. Vous pouvez vous sentir solidaire de cette personne, mais néanmoins ne rien faire. Parce que vous n'avez pas le courage, parce que vous n'avez pas la compétence non plus, voilà. Et à l'inverse, vous pouvez très bien avoir dans la rame, en plus c'est un événement récent que j'ai vu, vous pouvez très bien avoir dans la rame quelqu'un qui n'a absolument aucune sorte de solidarité pour la personne qui est en train de se faire agresser ou malmener, mais qui, par goût du panache, de l'héroïsme ou le goût de la bagarre, va simplement y aller. Voilà, vous voyez, c'est qui est le plus solidaire? C'est celui qui a laissé faire, mais qui se dit quand même, la pauvre malheureuse, enfin, si je pouvais, si j'avais su, si je savais faire, ou est-ce que c'est celui qui va aider? On voit bien toute la complexité du problème. Et derrière cette complexité du problème, en fait, moi je pense qu'il faut plutôt essayer de réfléchir à la nature de la solidarité. Globalement, vous avez Durkheim qui définit la solidarité en deux grandes familles. Vous avez ce qu'on appelle la solidarité mécanique, qui est une solidarité fondée globalement sur l'esprit de corps, et c'est
pour faire court, le grand mythe sacrificiel qui fait qu'on est solidaire parce qu'on doit l'être. C'est le fait qu'on appartient à une histoire qui nous dépasse. C'est globalement un phénomène générationnel qu'on a rencontré jusqu'à l'après-guerre, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui font que j'appartiens à un groupe et au nom de ce groupe, je dois accepter éventuellement, le cas échéant, d'être sacrifié. C'est, dans l'école de pensée philosophique, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. C'est-à-dire le fait que le sacrifice de quelques-uns peut faire le progrès ou le maintien du plus grand nombre. Et c'est un registre qui est donc très moraliste, mais au bon sens du terme, au sens de la morale, et qui est donc fondé sur des normes. Donc je vais, à un moment donné, c'est exactement la situation qu'évoquait Athanase, je vais le faire parce que je dois le faire. Ça, c'est un modèle de solidarité, modèle de solidarité mécanique qui a beaucoup prévalu, mais qui se heurte qui est complémentaire, mais qui se heurte aussi à une autre façon d'envisager les choses, qui est ce qu'on appelle la solidarité organique. La solidarité organique, elle n'est pas guidée par l'esprit de corps, elle est guidée par, pour faire court, l'éthique. C'est-à-dire le sentiment que ce que je fais, je le fais parce que ça me paraît juste. Mais tout est dans ça me paraît juste. L'éthique, c'est quoi? C'est vouloir le bien pour soi et les autres au sein d'institutions justes. Je ne reviendrai pas sur les institutions justes, mais la seule chose à retenir, c'est vouloir le bien pour soi et les autres. Ce qui est important, c'est le pour soi. C'est-à-dire que la solidarité organique, elle n'est pas liée au système, elle est d'abord liée à l'individu. Et c'est vrai qu'on est entré sous le coup, l'influence du consumérisme, bien évidemment, dans un registre qui est un registre d'individuation. Mais quand je dis individuation, c'est à dessein, c'est-à-dire l'envie, le désir de se sentir reconnu en tant qu'individu au sein d'un groupe, pour ce que j'y contribue. C'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, ça consisterait à dire il n'y en a que pour moi. Or, c'est pas ça. L'individuation, ce désir-là, c'est celui qui consiste à dire j'ai envie d'être reconnu, un peu comme dans les entreprises, vous savez, la fameuse génération Y dont tout le monde parle, sans forcément toujours l'avoir rencontrée, il faut quand même être honnête, mais en tout cas, dans les valeurs qui sont véhiculées, c'est le besoin de reconnaissance en tant qu'individu. Et vous le voyez tous en tant qu'élu. Moi, dans une autre vie, j'ai travaillé sur des thématiques qui étaient très éloignées de celle-là, qui étaient des grandes infrastructures de transport. Vous savez, quand vous installez une ligne TGV, par exemple, il y a 30 ans, vous alliez chez les gens, vous leur expliquiez en disant, vous savez, c'est le progrès, on va devoir passer chez vous. C'est malheureux, mais on va quand même devoir passer. Ça ne posait pas de gros problèmes. Globalement, quand la SNCF a fait le train, le TGV Paris-Lyon, elle a tracé un trait tout droit et on a exclu et exproprié plein de gens. 20 ans plus tard, quand la SNCF essaye, on reste dans la rhétorique ferroviaire décidément ce matin, mais quand la SNCF essaye de faire passer le TGV Méditerranée, ça ne se passe plus comme ça. Parce que les individus eux-mêmes ont changé. Et c'est les citoyens qui sont les vôtres qui eux-mêmes changent. C'est-à-dire qu'ils sont sur un registre où ils attendent d'abord d'être pris en tant qu'individu. C'est pour ça que le message de la norme, de la culpabilité, il a beaucoup de mal à passer. Et c'est là où je vais en venir, je ne voudrais pas être trop long, j'espère ne pas être trop long dans le temps, mais c'est le troisième point de ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, parler de solidarité, c'est d'une certaine façon essayer de faire une passerelle entre le gratuit et l'intéressé. Au sens d'intérêt, pas forcément financier, mais c'est la passerelle entre le gratuit et l'intéressé. Vous savez, c'est Nietzsche qui disait « seul le divin est gratuit ». C'est-à-dire que n'imaginons pas qu'on agit uniquement de façon totalement gratuite et désintéressée. Il y a toujours un intérêt derrière. Et on voit bien, c'est d'ailleurs ce qui explique le formidable développement des sociétés consuméristes qui sont devenus les nouveaux colorants des relations sociales. C'est-à-dire effectivement aujourd'hui, je suis reconnu pour ce que je fais, mais enfin ce que je fais on ne le voit pas vraiment, je suis reconnu pour ce que j'ai. Et c'est tout le pari aujourd'hui qui est celui de la solidarité, qui est d'assurer un pont d'une certaine façon entre la morale et le désir. Et on est en permanence là-dessus, entre la morale parce qu'effectivement il faut faire les choses, parce qu'il faut que le système puisse se poursuivre, et le désir qui est comment est-ce que je rends ça le plus désirable possible. On a avec Athanase et Vincent une définition autour de ça qui est la solidarité waouh. C'est cette idée que finalement derrière la solidarité, l'aventure qu'on propose, c'est pas une aventure morale, culpabilisatrice, qui fait qu'on y est ou on n'y est pas, et si on n'y est pas, on est quelqu'un de pas bien. C'est au contraire
quelque chose qui est du domaine du terrain d'aventure. C'est-à-dire être en capacité à proposer, non pas simplement aux gens de se mobiliser, mais de se mobiliser en y prenant un vrai plaisir. Et y prendre un vrai plaisir, c'est, il me semble, le chemin que, par exemple, nous montre l'économie collaborative. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser Blablacar. Alors, vous allez me dire, bien sûr, les gens utilisent Blablacar uniquement pour l'aspect financier. C'est un levier. Mais simplement, assez rapidement, pour le coup, je commence un peu à travailler sur ce phénomène. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un premier pas qui est évidemment et souvent financier, c'est-à-dire, je connais personne qui, ou pratique, ou éminemment pratique, parce que vous avez des destinations qui ne sont pas desservies, je connais personne qui me dit « Oh, c'est parce que les relations humaines que j'ai pris le Blablacar ». Ça, je ne connais pas. En revanche, je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui font du Blablacar, pourraient très bien faire autre chose, tout simplement parce que ça leur donne l'occasion de créer des rencontres que de toute façon ils ne pourraient pas avoir dans d'autres occasions. Je vois madame, vous êtes une consommatrice éternelle de Blablacar. Et c'est ça, tout à l'heure vous évoquiez la question de la communauté, madame, vous évoquiez les communautés qui doivent se connaître, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Blablacar, l'aventure que propose Blablacar, c'est finalement aller à la rencontre du monde au sein d'un espace qui est un espace étroitement fermé. Et on peut dire c'est uniquement une aventure financière. Moi je pense que c'est une aventure solidaire. Et je vais conclure parce que sinon je vois qu'on fait les gros yeux. Thierry est mieux éduqué qu'Atanas. Comment oui, Thierry est mieux éduqué qu'Atanas. Et donc c'est ça, tout l'enjeu c'est comment est-ce qu'on crée finalement de l'aventure. Et parler de la solidarité, étonnamment, c'est pas parler de ce qui nous rassemble, semble-t-il, mais plutôt de ce qui nous différencie. Et pour revenir à cet exemple de Blablacar, c'est sûr que c'est la différence qui va créer l'enrichissement. Et quand on communique et quand on fait la promotion de l'action solidaire, il me semble que c'est intéressant aussi de pouvoir vendre, non pas, je dis vendre parce qu'à un moment donné, c'est quand même à ça que ça revient, de pouvoir vendre non pas le fait que ce que l'on va faire est quelque chose de bien, sans doute faut-il le dire, mais simplement c'est quelque chose dont on va pouvoir tirer bénéfice. Mais tirer bénéfice, ça peut être tirer bénéfice sur le fait qu'on va y en éprouver de la joie, ça veut dire aussi qu'on va peut-être y trouver son futur conjoint, ça veut dire peut-être, je dis ça à dessein puisqu'il y a une deuxième étude, c'était la deuxième bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il y a une étude qui vient de sortir, 80% des hommes et 70% des femmes trouvent leurs voisins, ont un fantasme sur leurs voisins. C'est une deuxième étude. Ce qui est assez drôle, ce qui de vous à moi m'étonne un peu, mais bon, l'étude est assez sérieuse. Non, donc, blague à part, je pense que c'est réellement intéressant de travailler sur une aventure qui dépasse simplement le fait, par exemple, pour être un peu caricatural, le fait que le seul avenir aujourd'hui qu'on peut proposer à des jeunes, c'est d'aller consommer le dimanche. Sans qu'il y a sans doute d'autres choses qu'une consommation béate. Et donc, pour terminer sur cette idée que l'avenir est sans doute à la solidarité, c'est que je pense qu'autour de la solidarité, il y a sans doute une aventure collective à inventer, et il me semble que le réseau qui est en train de se monter est sans doute, je veux dire, les germes ou l'ADN de cette aventure collective qui est inventée. John Fitzgerald Kennedy, en 1958, avait un programme électoral qui s'appelait La Nouvelle Frontière. Et La Nouvelle Frontière, c'est quoi? C'est simplement l'idée que, bon, d'abord, c'est fondateur du mythe américain. Le mythe américain, c'est construit sur l'idée de la frontière qu'on repousse en permanence. Mais il évoque la nouvelle frontière en disant quoi? En disant derrière cette frontière, et lui, il évoque l'aventure spatiale, il y a vraisemblablement des progrès, des choses que l'on va trouver qui vont fondamentalement amener à un progrès pour l'ensemble de l'humanité. Et moi, je pense que ce qui est en train de se jouer là aujourd'hui, et sans vouloir effectivement sombrer dans la plus terrible des mégalomanies, mais c'est vraisemblablement, ça procède vraisemblablement aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire, je crois que ce qui dessine aujourd'hui, c'est d'essayer de dépasser, de recréer et d'aller vers une nouvelle frontière dont on va en permanence essayer de repousser les limites. Et je vous remercie.